Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous concluons la lecture du livre de Claude Lafleur, La grande aventure d'Apollo 11, publié en juin 2004. Nous en sommes au dernier droit de la mission Apollo 11, et après avoir vécu 2 journées aussi longues qu'intenses, les dimanches et lundis, 20 et 21 juillet, l'équipage d'Apollo 11 vient de quitter la Lune et fait route vers la Terre. Il s'écoulera alors 2 jours et demi durant lesquels les astronautes se reposent, Neil Armstrong et Buzz Aldrin étant particulièrement fatigués. Pendant ce temps, Mike Collins et Houston veillent au bon fonctionnement du module de commande Columbia. Notons que, chemin faisant vers la Terre, leur vaisseau chute, attiré par la gravité terrestre. Sa vitesse ne cesse d'augmenter de sorte que la capsule entrera dans l'atmosphère terrestre à une vitesse dépassant les 30 000 km/h. Les astronautes n'auront alors qu'une quinzaine de minutes pour dissiper cette vitesse pour finalement amérir en douceur dans le Pacifique. Plongeons avec eux dans la grande aventure d'Apollo 11. Étape 12 de la Lune à la Terre. Toute la matinée du 22 juillet, alors que l'équipage dort profondément à bord de Columbia, le vaisseau fait route sans problème vers la Terre. Vers 5h30 du matin, il se trouve à 24 000 km de la Lune, mais ne file plus qu'à 4 150 km/h. Se trouvant toujours sous l'influence de la gravité lunaire, celle-ci ralentira la vitesse jusqu'à ce que Columbia atteigne la zone d'influence de la Terre, peu après 13h30 cet après-midi. Il commencera alors à accélérer. Les contrôleurs au sol ont l'intention de laisser dormir l'équipage aussi longtemps qu'ils le désirent. Vers 12h30, les astronautes commencent à s'éveiller tranquillement, le médecin de garde rapportant que Buzz Aldrin vient de s'activer alors qu'Armstrong et Collins semblent toujours dormir. C'est finalement vers 13h que tous trois sont pleinement éveillés, exactement 10 heures après leur coucher. Les contrôleurs ne désirant toujours pas les déranger, ils attendent que ceux-ci amorcent d'eux-mêmes le contact radio. Bon après-midi Houston, Apollo 11, terminé. Bon matin, 11, ici Houston, terminé. Très bien. Lorsque vous serez prêts, nous avons pour vous une petite mise à jour du programme de la journée. Houston, nous sommes prêts à prendre les notes. Compris, vers la 148e heure de vol, si ce n'est déjà fait, changement du filtre à CO2 et purge de la conduite d'hydrogène, nous aimerions que vous procédiez également à la recharge de la pile alpha. À 150 heures, vidange des eaux usées, nous prévoyons procéder à la correction de la trajectoire numéro 5. Les moteurs RCS fourniront une impulsion de 4,5 km/h au moment prévu. Terminé. Bien compris. 11 vu d'ici, tous vos systèmes semblent en excellent état. Tout cela pour dire que les astronautes ont très peu à faire, essentiellement la maintenance des systèmes de bord. Au cours de ce 7e jour de vol, la seule autre activité inscrite au programme est une retransmission télé qu'ils doivent réaliser en fin de soirée. Peu après le lever de l'équipage, leur vaisseau franchit une petite étape notable. Vers 13h39, Columbia traverse la frontière imaginaire qui sépare la zone d'influence de la gravité lunaire à celle de la Terre, c'est-à-dire l'endroit dans l'espace où la Lune cesse d'attirer à elle le vaisseau et donc de le ralentir. Tenez-vous prêts pour le moment où vous quitterez la zone d'influence de la Lune. Et voilà. Oui, nous avons senti un petit soubresaut. Apollo 11 se trouve alors à 62 500 km de la Lune et à 322 500 km de la Terre et ne file plus qu'à 3 640 km/h. Sous l'effet de la gravité terrestre, sa vitesse commence à croître. Apollo 11 Houston, si vous n'êtes pas trop occupé, je peux vous lire les manchettes de la matinée. D'accord, nous sommes tous à l'écoute. Allez-y. Apollo 11 continue de dominer l'actualité sur toute la planète. Seules 4 nations, la Chine communiste, la Corée du Nord, le Vietnam du Nord et l'Albanie, n'ont pas encore informé leurs citoyens de votre mission et de votre atterrissage sur la Lune. Un journaliste rapporte ne plus savoir comment qualifier votre exploit. Le président Nixon doit assister au match des étoiles du baseball avant de faire route vers le Pacifique à votre rencontre. La sonde Luna 15 s'est apparemment écrasée dans la mer des crises hier après avoir fait 52 fois le tour de la Lune. L'agence de presse TASS affirme que le programme d'études scientifiques de l'espace circumlunaire a été accompli, alors que Sir Bernard Lovell de l'observatoire Jodrell Bank estime que Luna 15 a percuté la surface lunaire à la vitesse de 500 km/h. Tout est relativement calme ces temps-ci au Vietnam. Les GI en patrouille emportent avec eux des radiotransistors afin de suivre votre mission. Les escarmouches se poursuivent entre l'Égypte et Israël le long du canal de Suez. Des envoyés des Nations Unies tentent d'établir un cessez-le-feu.
Nous avons reçu plusieurs averses dans la région de Houston et aujourd'hui, c'est nuageux. D'autres averses sont attendues. Merveilleux. Tel que prévu à 15h02, les astronautes procèdent à la petite correction de trajectoire de leur vaisseau. Apollo 11 se trouve alors à 313 000 km de la Terre et file à 3715 km/h. Les moteurs de Columbia sont allumés durant 10 secondes et demie, ce qui a pour effet de diminuer légèrement sa vitesse de 4,4 km/h. Il s'agit de faire en sorte que le vaisseau aborde l'atmosphère terrestre exactement sous l'angle optimal. Ce ralentissement a pour effet de prolonger la mission d'1 minute et 10 secondes. Par conséquent, la capsule d'Apollo 11 devrait atterrir dans le Pacifique, au sud-ouest d'Hawaï, dans 44 heures et demie. Tout au long de la journée, c'est le calme absolu à bord du vaisseau. Les astronautes en profitent pour échanger entre eux ce qu'ils viennent de vivre, probablement en termes techniques puisque ce sont avant tout des ingénieurs et des pilotes d'essai, mais nul n'a accès aux conversations de bord. Très peu d'échanges radio ont d'ailleurs lieu avec Houston, la conversation suivante symbolisant très bien l'atmosphère de détente qui règne tant au sol que dans l'espace. Eh bien, quoi de neuf? Nous demandions justement ce qui se passe chez vous là-haut. Ah, c'est très calme, nous sommes assis, tranquilles. Il faut agréable d'observer d'ici la Terre devenir de plus en plus grosse et la Lune de plus en plus petite. Rien ne presse ici. En fait, l'orientation de notre vaisseau est particulièrement agréable. Le soleil ne pénètre pas par aucune fenêtre, évitant ainsi de réchauffer l'intérieur de la cabine, alors que la Terre occupe la fenêtre 1 et la Lune la fenêtre 3. Aussi longtemps que les responsables du contrôle thermique sont heureux, nous le serons aussi. À 21h, les astronautes diffusent une autre émission télé depuis leur vaisseau. Nous aurions bien aimé que pour la première fois, ils nous livrent quelques-unes de leurs impressions sur leur séjour lunaire. N'oubliez pas qu'à ce moment de la mission, nous ne savons même pas que le millième de ce que vous, chers lecteurs, vous savez aujourd'hui. Hélas, tel ne fut pas le cas. L'équipage commence par nous montrer les 2 valises contenant les précieux échantillons, en faisant remarquer que tous les scientifiques du monde ont hâte de voir leur contenu. Ils ne peuvent bien sûr ouvrir ces valises qui sont scellées sous vide. Ensuite, ils illustrent quelques aspects inusités de la vie en apesanteur, notamment comment boire de l'eau à la cuillère. Mike Collins enduit d'eau une petite cuillère à l'aide du pistolet à eau. Le liquide s'agglutine tout autour de l'ustensile. « Je pense que j'en ai trop mis, dit-il, et si je ne me fais pas attention, j'en éparpillerai partout. » Eh bien, les enfants, vous voyez l'eau se coller tout autour de la cuillère. En fin d'émission, l'équipage nous livre un rapport sur les conditions météo qui prévalent sur l'hémisphère de la Terre qu'ils observent avec les jumelles. Nous voyons des nuages le long de la côte du golfe du Texas. Il y a aussi des nuages au-dessus de la péninsule de la Californie, ce qui nous semble assez inhabituel. Et nous observons aussi une couverture nuageuse au-dessus du pôle de l'Antarctique. En fin de soirée, le trio a droit à un second bulletin de manchette. Houston rapporte entre autres que le président Nixon a déclaré que d'ici l'an 2000, l'homme aura visité au moins une planète où il y a une forme de vie. Pour sa part, la NASA annonce qu'en 1972, elle placera en orbite autour de la Terre un grand laboratoire scientifique à l'aide d'une fusée Saturn V. Houston souligne qu'à la suite de l'émission télé diffusée plus tôt par l'équipage, on s'attend à recevoir des milliers d'appels téléphoniques de mères qui se plaindront que leurs enfants tentent désormais de boire leur lait à l'aide d'une cuillère. Gracieuseté de Mike, j'assume tout, de dire celui-ci en riant. Finalement, vient le temps pour l'équipage d'entamer leur avant-dernière nuit dans l'espace. Apollo 11, nous vous souhaitons une bonne nuit de sommeil. Compris, merci beaucoup. Nous n'avons pas autant de sommeil ce soir que la veille. Il est ainsi 1h30 du matin, mercredi 23 juillet, lorsque l'équipage amorce une autre période de repos de 10 heures, plus que 35 heures avant l'amérissage. Durant cette nuit, alors que rien ne vient perturber le repos des astronautes, Columbia parcourt plus de 50 000 km. Les échanges radio reprennent vers 12h40. Dès le départ, l'équipage apprend qu'il n'aura pas effectué la 6e correction de trajectoire, la course étant parfaite pour l'amérissage dans 24 heures. Vous disposerez donc encore plus de temps pour vous ce matin, leur dit le Capcom. Il n'y a d'ailleurs pratiquement rien inscrit au plan de vol et tous les systèmes de bord fonctionnent parfaitement. Pour les 3 hommes, c'est leur dernière journée de calme avant un bon bout de temps. Non seulement flottent-ils nonchalamment en apesanteur, leur organisme ne subissant pratiquement aucun stress physique, ce qui ne sera jamais plus le cas une fois de retour en gravité terrestre, mais ils savent que dès leur retour sur Terre, ils seront sollicités par tout le monde et pour le reste de leur vie afin de raconter leur aventure. De plus, ils se doutent que c'est probablement leur dernière mission dans l'espace.
À 15h52 survient l'un des rares échanges radio entre la Terre et Columbia. Apollo 11 Houston. Allez-y. Je désire simplement assurer que vous ne vous êtes pas endormi, et j'ai aussi de petites nouvelles si vous désirez savoir ce qui s'est passé au cours des 12-14 dernières heures. Très bien, allez-y. Okido. Les résidents de la côte ouest de Seattle, Washington, Portland, Oregon, Vancouver, Colombie-Britannique et San Francisco prévoient se rendre visibles à vous trois en allumant toute leur lumière entre 21h et minuit. On annonce un ciel dégagé, vous devriez donc pouvoir voir leur lumière de Noël, leur éclairage de patio, les lumières des magasins et tout ce qui peut être allumé. Plus près de nous à Memphis, Tennessee, une jeune demoiselle qui a fait osciller la balance à 8 livres et 2 onces a été prénommée Module par ses parents, monsieur et madame Edie McGee. Ce n'est pas mon idée, a déclaré madame McGee, mais celle de mon mari. Elle a ajouté qu'elle a refusé le nom de Lunar Module McGee parce que ça sonnait pas très bien, mais elle a accepté le compromis de Module. Terminé. Sur ces mots, Columbia arrive exactement à mi-chemin entre la Terre et la Lune, à quelques 192 500 km. En soirée, les astronautes diffusent leur dernière émission télé. Pour eux, l'occasion est solennelle car pour l'une des rares fois, ils partagent quelques-unes de leurs impressions. Bonsoir, ici le commandant d'Apollo 11. Il y a 100 ans, Jules Verne a écrit un ouvrage à propos d'un voyage vers la Lune. Son vaisseau spatial Columbiad s'est envolé de Floride pour finir sa course dans l'océan Pacifique après avoir réalisé un périple jusqu'à la Lune. Il nous semble approprié de partager avec vous quelques-unes des réflexions de l'équipage alors que Columbia, une étant moderne, a rendez-vous avec la Terre, dans le même océan Pacifique. D'abord, Mike Collins. This is the commander of Apollo 11. 100 years ago, Jules Verne wrote a book about a voyage to the moon. His spaceship, Columbia, took off from Florida, landed in the Pacific Ocean after completing a trip to the moon. Seems appropriate to us to share with you some of the reflections of the crew as the modern-day Columbia completes its rendezvous with the planet Earth in the same Pacific Ocean tomorrow. Here's Mike Collins. Et Mike Collins d'enchaîner. Notre voyage à la Lune a pu vous sembler à vous simple ou facile. J'aimerais vous dire qu'il n'en est rien. La fusée Saturn V, qui nous a placés en orbite, est une machine incroyablement complexe. Chacune de ses composantes devrait fonctionner sans faille. L'ordinateur au-dessus de ma tête comporte un vocabulaire de 38 000 mots. Chacun de ces mots a été choisi avec soin pour la signification qu'il représente pour nous, l'équipage. Ce commutateur que je tiens à présent est l'un des 300 qui se trouve dans le module de commande. Il est unique. De plus, il y a une multitude d'interrupteurs, de leviers, de connexions et autres systèmes de contrôle associés. Le moteur SPS, le gros moteur fusée fixé à l'arrière de notre module de service, a dû fonctionner parfaitement, sans quoi nous serions demeurés prisonniers en orbite lunaire. Les parachutes qui se trouvent juste au-dessus de ma tête doivent fonctionner parfaitement demain, sans quoi nous nous fracasserons dans l'océan. Nous avons toujours eu confiance que tous ces équipements allaient fonctionner et fonctionner correctement, et nous avons confiance que ce sera le cas pour le reste du voyage. Et tout cela a été rendu possible grâce au labeur acharné d'un grand nombre de personnes, en premier lieu à celui de tous les travailleurs américains qui ont fabriqué ces pièces dans leurs usines, ensuite grâce au travail attentif réalisé par les différentes équipes durant l'assemblage et la vérification des assemblages, et enfin grâce au personnel du Centre spatial des vols habités, autant les équipes de gestion, de planification de la mission, du contrôle de vol, et en dernier lieu, mais non des moindres, aux équipes d'entraînement. Cette mission n'est que la pointe d'un iceberg. Tout ce que vous voyez, c'est nous trois, mais en dessous, il y a des milliers et des milliers d'autres, et à tout cela, je désire leur dire un gros merci. Roger, this trip of ours to the moon may have looked to you simple or easy. I'd like to assure you that that has not been the case.
The Saturn V rocket, which put us into orbit, is an incredibly complicated piece of machinery, every piece of which works flawlessly. This computer up above my head has a 38,000 word vocabulary, each word of which has been very carefully chosen to be of the utmost value to us, the crew. This switch, which I have in my hand now, has over 300 counterparts in the command module alone of this one single switch design. In addition to that, there are myriad of circuit breakers, levers, rods, and other associated controls. The SPS engine, our large rocket engine, on the aft end of our service module, must have performed flawlessly or we would have been stranded in lunar orbit. The parachutes up above my head must work perfectly tomorrow or we will plummet into the ocean. We have always had confidence that all this equipment will work and work properly, and we continue to have confidence that it will do so for the remainder of the flight. All this is possible only through the blood, sweat, and tears of a number of people. First, the American workmen who put these pieces of machinery together at the factory. Second, the painstaking work done by the various test teams during the assembly and the retest after assembly. Finally, the people at the Manned Spacecraft Center, both in management, in mission planning, in flight control, and last but not least, in crew training. This operation is somewhat like the periscope of a submarine. All you see is the three of us, but beneath the surface are thousands and thousands of others. To all those, I would like to say thank you very much. Et maintenant, au tour de Buzz Aldrin. Bonsoir à tous. J'aimerais vous entretenir de quelques-uns des aspects les plus symboliques de notre vol à mission Apollo 11. Nous avons discuté ici à bord du vaisseau des événements qui se sont produits au cours des 2 ou 3 derniers jours. Nous en sommes venus à la conclusion qu'il y a eu bien davantage que nous trois à voyager jusqu'à la Lune. Bien davantage encore que tous les efforts des équipes gouvernementales et de l'industrie, et bien davantage même que les efforts de toute une nation. Nous avons l'impression de représenter l'insatiable curiosité de toute l'humanité dans l'exploration de l'inconnu. La déclaration de Neil l'autre jour lorsqu'il a posé le pied sur la surface de la Lune, c'est un petit pas pour un homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Je crois qu'elle résume fort bien nos impressions. Nous avons relevé le défi d'aller sur la Lune. Nous devions relever ce défi. La facilité relative avec laquelle nous avons accompli notre mission, je crois, témoigne du fait que le temps était venu. Aujourd'hui, je sens que nous sommes tout à fait en mesure d'accepter d'élargir notre destinée à l'exploration de l'espace. Rétrospectivement, nous sommes ravis du choix bien réfléchi des surnoms que nous avons donnés à nos vaisseaux, Columbia et Eagle. Nous sommes particulièrement fiers de l'emblème de notre mission, montrer l'aigle américain apportant le symbole universel de la paix sur Terre, de la planète Terre jusqu'à la Lune, ce symbole étant la branche d'olivier. C'est tout l'équipage qui a décidé de déposer une réplique de ce symbole sur la Lune. Personnellement, en réfléchissant aux événements des derniers jours, le verset d'un psaume me vient à l'esprit. Lorsque je contemple les cieux, le travail de sa main, la Lune et les étoiles qu'il a créées, quel homme ne l'admirait-il pas? Good evening. I'd like to discuss with you a few of the more symbolic aspects of the flight of our mission Apollo 11. As we've been discussing the events that have taken place in the past 2 or 3 days here on board our spacecraft, we've come to the conclusion that this has been far more than 3 men on a voyage to the moon. More still than the efforts of a government and industry team. More even than the efforts of one nation. We feel that this stands as a symbol of the insatiable curiosity of all mankind to explore the unknown. Neil's statement the other day upon first setting foot on the surface of the moon, this is a small step for a man, but a great leap for mankind, I believe sums up these feelings very nicely. We accepted the challenge
of going to the moon, the acceptance of this challenge was inevitable. The relative ease with which we carried out our mission, I believe, is a tribute to the timeliness of that acceptance. Today, I feel we're fully capable of accepting expanded roles in the exploration of space. In retrospect, we have all been particularly pleased with the call signs that we very laboriously chose for our spacecraft, Columbia and Eagle. We've been particularly pleased with the emblem of our flight, depicting the U.S. Eagle, bringing the universal symbol of peace from the Earth, from the planet Earth, the moon, that symbol being the olive branch. Was our overall crew choice to deposit a replica of this symbol on the moon. Only in reflecting the events of the past several days, a verse from the Psalms comes to mind to me. I consider the heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained. What is man that thou art mindful of him? Et Armstrong de conclure. À la base de ce vol, il y a d'abord l'histoire et les géants de la science qui ont précédé cet effort. Viennent ensuite le peuple américain qui, de par sa volonté, a exprimé ce souhait. Par la suite, 4 administrations présidentielles et les congrès ont mis en œuvre ce désir. Et enfin, les équipes de l'agence et de l'industrie qui ont construit notre vaisseau, la Saturne, Columbia, Eagle et les petits EMU, et les sacs à dos qui ont constitué nos petits vaisseaux sur la surface lunaire. Nous aimerions remercier particulièrement tous les Américains qui ont construit notre vaisseau, qui l'ont assemblé, conçu, testé et qui ont mis tout leur cœur et tout leur savoir-faire. À tous ces gens, ce soir, nous les remercions très chaleureusement et à tous les autres qui nous ont écoutés et regardés ce soir, que Dieu vous bénisse. Bonsoir d'Apollo 11. Responsibility for this flight lies first with history and with the giants of science who have preceded this effort. Next to the American people, who have, through their will, indicated their desire. Next to 4 administrations and their Congresses for implementing that will. And then to the agency and industry team that built our spacecraft. The Saturn, the Columbia, the Eagle, and the little EMU, the spacesuit and backpack that was our small spacecraft out on the lunar surface. I'd like to give a special thanks to all those Americans who built those spacecraft, did the construction, the design, the test, and put their heart, all their abilities into those craft. To those people, tonight we give a special thank you. And to all the other people that are listening and watching tonight, God bless you. Good night from Apollo 11. Plus tard, Armstrong soulignera à quel point il s'est senti privilégié de participer à une telle envolée. J'ai toujours eu conscience que notre mission représenterait l'apothéose d'une décennie de travail pour 300 000 à 400 000 personnes et que les espoirs de la nation reposaient largement sur le résultat que nous obtiendrions. Face à de telles pressions, il m'a semblé que ce qui importait était avant tout que nous nous concentrions exclusivement sur notre travail en faisant tout notre possible et en essayant de faire en sorte que rien ne nous empêche de donner le meilleur de ce que nous pouvions. Pour expliquer à quel point le vaisseau Apollo constituait une fantastique machine, Armstrong relate que chacune des composantes de notre vaisseau a été conçue pour atteindre un certain seuil de fiabilité. La très grande majorité, si je me rappelle bien, devait assurer une fiabilité de 0.99996, c'est-à-dire qu'elle subirait 4 défaillances pour 100 000 utilisations. On m'a dit que si chacune composante respectait un tel degré de fiabilité, un vol Apollo normal subirait environ 1 millier de pannes. Mais dans les faits, nous n'avons connu qu'environ 150 pannes par mission, donc nettement moins que ce que les calculs statistiques prédisaient.
J'explique ce résultat de poursuivre Armstrong par le fait que chaque personne qui a contribué au programme, chaque ouvrier, chaque assembleur, chaque inspecteur, et tous ceux qui effectuaient des tests, qui donnaient un coup de clé, et ainsi de suite, tous les hommes et toutes les femmes se disaient « Si quelque chose cloche, ce ne sera pas ma faute, parce que j'aurais fait mon travail mieux que je le devais. » Et lorsque vous avez des centaines de milliers de personnes qui font leur travail juste un peu mieux que ce qu'elles doivent, vous obtenez un bien meilleur résultat. Et c'est là la raison pour laquelle nous sommes parvenus à une telle réussite. En fin de soirée, l'équipage prend un léger goûter puis se prépare à sa dernière nuit. Peu avant de se coucher, les 3 hommes sont informés que les météorologues prévoient les conditions défavorables dans la zone d'amérissage. Par conséquent, la trajectoire de leur capsule sera légèrement rallongée d'environ 400 km afin d'aboutir dans des eaux plus calmes. Abonnement Houston, l'équipe blanche vous souhaite une bonne nuit pour la dernière fois. Nous serons en congé lorsque vous vous lèverez demain matin. Ce fut un réel plaisir de travailler avec vous, les gars. Chacun de vous 3 nous a offert une performance remarquable. Nous l'avons apprécié énormément et nous vous reverrons lorsque vous sortirez du LRL. Terminé. Très bien, Charlie. Merci à vous et à toute l'équipe blanche pour l'excellent travail que vous avez réalisé tout du long. Merci. Et pouce de flanc. Merci énormément, les gars. Merci, Charlie. Et merci également, les gars. Étape 13, retour sur Terre. Pendant que l'équipage dort, les experts qui planifient minutieusement la trajectoire que doit emprunter Columbia s'affairent à peaufiner et à vérifier leurs calculs. L'atmosphère terrestre doit être abordée exactement sous le bon angle, sans quoi le vaisseau s'y consumera tel un météore ou rebondira comme une pierre lancée à plat sur la surface d'un lac. Ils doivent aussi tenir compte des conditions météo qui prévaudront, particulièrement la hauteur des vagues, afin d'éviter de rendre trop difficiles les opérations de récupération. En réalité, le vaisseau Apollo navigue sur une trajectoire si parfaite que les responsables décident d'annuler la dernière correction de trajectoire, ce qui a pour effet de prolonger d'1 heure la période de repos de l'équipage. Alors même que tous dorment à bord, le vaisseau plonge vers son rendez-vous. Néanmoins, peu après 7 heures, jeudi matin le 24 juillet, Mike Collins sent le besoin de contacter Houston pour s'informer de ce qu'il attend. Qu'en est-il de la correction de trajectoire 7 ? Nous avons décidé de vous laisser dormir jusqu'à la 190e heure de vol. La connexion 7 n'est pas nécessaire. Très bien, merci. Le vaisseau ne se trouve plus qu'à 76 000 km de la Terre et file à 8 800 km/h. Plus que 5h30 de vol, les 3 hommes sont dès lors éveillés, mais en gardant le silence radio, ils prennent tranquillement leur petit déjeuner. La conversation reprend vers 7h45. Apollo 11, bon matin de Houston. Bon matin. Nous avons vu que vous bougiez et nous avons pensé que vous étiez probablement en train de déjeuner. Nous aurons bientôt à vous transmettre vos vecteurs et vos cibles à atteindre afin que vous puissiez vous mettre au travail. Très bien. Et pendant que vous prenez votre petit déjeuner, nous sommes prêts à vous livrer les manchettes de la matinée. Nous serons heureux de les entendre. Très bien. Apollo 11 demeure la nouvelle d'importance partout à travers le monde, alors que tous attendent fébrilement votre retour ce midi. Air Canada annonce avoir accepté au cours des 5 dernières années 2300 réservations pour un vol vers la Lune. Notez qu'une centaine de réservations ont été faites par des maris à l'intention de leur belle-mère. Finalement, il semble que, loin d'avoir mis fin aux chansons romantiques concernant la Lune, vous avez plutôt inspiré des centaines d'auteurs. Nashville, Tennessee, où se trouve probablement la plus grande concentration de compagnies d'enregistrement et d'éditeurs de chansons de tout le pays, rapporte être inondé de chansons parlant de la Lune. Certaines seront en disquées. La chanson numéro 1 en palmarès cette semaine est In the Year 2525. Terminé. 2 heures avant l'amérissage, les astronautes rapportent que la Terre devient vraiment de plus en plus grosse. En fait, ils en sont suffisamment proches à 30 000 km pour avoir maintenant l'impression qu'elle se rapproche d'eux, ou plutôt qu'ils plongent vers elle à 13 800 km/h. Apollo 11 ici Houston, avec quelques informations concernant les équipes de récupération terminées. Allez-y. Le Hornet est stationné tout juste assez près de votre point de chute pour éviter d'être frappé. L'hélicoptère Recovery 1 est sur place, tous sont en position et les équipes 1 et 2 d'Hawaï et les avions C-130 sont à 40 minutes de votre point de chute, terminé. Heureux de l'entendre, merci. Plus qu'1 heure et quart avant le début de la rentrée dans l'atmosphère. Apollo 11 n'est plus qu'à 21 230 km de la Terre et fonce à 15 785 km/h.
Les astronautes se préparent à activer dans 1 heure les boulons explosifs qui sépareront le module de service de la capsule d'Apollo 11. Apollo 11 ici Houston, vous êtes go pour armer les pyros. Merci Houston. Tant les contrôleurs au sol que les astronautes à bord de Columbia constatent que tous les systèmes fonctionnent parfaitement et que tout est prêt pour le retour. Le Capcom Ronald Evans informe l'équipage que les conditions météo au site d'amérissage sont excellentes, avec des vagues de 1 à 2 mètres. Voilà qui fait plaisir à entendre, répond-on de là-haut. Apollo 11 Houston, nous constatons que tout est prêt pour la séparation. Tout paraît en parfait ordre vu d'ici. Merci beaucoup, Ron. Merci. Au grand soulagement de tous, la séparation des 2 modules s'effectue sans problème. La capsule n'est plus qu'à 5550 km de la Terre et plonge à 24 000 km/h. Encore une quinzaine de minutes avant la rentrée dans l'atmosphère. Apollo 11 Houston, vous semblez en parfait état vu d'ici. Vous êtes fin prêt pour l'atterrissage. Nous en sommes ravis, Ron. Alors que la capsule n'est plus qu'à 1500 km, les spécialistes de la navigation rapportent qu'elle se trouve exactement au centre du corridor qu'elle doit suivre durant son plongeon vertigineux dans l'atmosphère. Plus que 7 minutes et le ton est à la blague. À l'atterrissage déployé. Compris. Le directeur de vol commente « Approche finale vers le porte-avions ». La Lune surgit dans notre champ de vision juste à ce moment. Compris, nous notons. C'est alors qu'à partir de 12h35, les événements se précipitent, plus que 15 minutes avant l'amérissage. La rentrée dans l'atmosphère proprement dite s'amorce à l'altitude de 122 km. Le vaisseau y pénètre selon un angle de 6,5 degrés et file à l'incroyable vitesse de 32 985 km/h. À cette vitesse, la distance Montréal-Paris se franchit en moins de 11 minutes. Et 11 ici Houston, vous êtes sur le point de passer de l'autre côté de la colline. Vous nous semblez en grande forme. À tantôt. Tout contact radio avec l'équipage est perdu 18 secondes plus tard, et durant près de 4 longues minutes, nous ne recevons aucun signal du vaisseau, puisque celui-ci est entouré d'une enveloppe de gaz ionisé qui bloque toutes les ondes radio. Les astronautes subissent alors la décélération maximale qui les cloue sur leur siège. Eux qui n'ont vécu aucun stress physique ces derniers jours, voilà que durant de brefs instants, leur poids est multiplié par 6. Ils éprouvent quelques difficultés à respirer et leur vision s'embrouille légèrement, mais rien de grave. Durant cette phase, la capsule subit un fulgurant freinage, perdant une bonne partie de sa vitesse. Le contact radio reprend à 12h39, encore 10 minutes avant l'amérissage. Les premiers parachutes s'ouvrent comme prévu à 12h44 à l'altitude de 7 km. Bientôt, l'un des avions patrouillant la zone d'amérissage, un Aria, rapporte avoir vu la capsule suspendue à ses parachutes. Aria 3 reported a visual contact. Apollo 11 Houston, via l'Aria. Apollo 11 Houston, via l'Aria. Apollo 11 Houston, via l'Aria. Plusieurs avions patrouilleurs repèrent également la capsule descendant normalement dans l'atmosphère, ce qui n'est pas le cas pour nous, nous ne voyons rien à la télé. Apollo 11 Houston, via l'Aria. Nous attendons, terminé. L'équipage du porte-avions Hornet aperçoit brièvement la capsule avant qu'elle ne s'engouffre dans les nuages. The Hornet now reports a visual contact from the recovery ship. Pour notre part, nous ne voyons toujours rien alors qu'on n'a toujours pas établi un contact radio. Les communications radio sont de toute évidence difficiles à rétablir. Parfois Houston reçoit des bribes d'informations. Ainsi, à un moment donné, l'équipage parvient tout juste à transmettre le mot « drogue », parachute. Les responsables comprennent qu'il signifie par là « ouverture normale des parachutes ». Sur le porte-avions, les officiers rapportent soudain avoir entendu un boom sonique. La capsule traverse le ciel à vitesse supersonique plus que 4 minutes avant l'amérissage. Toujours pas de contact radio, ni d'image. Puis enfin... Apollo 11 ici, Hornet, terminé. Allô Hornet, ici Apollo 11 qui vous entend très bien, notre position est 133 0, 169 15. Compris, Hornet, prend note, 133 0, 169 15, autres données additionnelles. 133 0, 169 15. Apollo 11, this is Hornet, over. Apollo 11, this is Apollo 11, reach the last clear. Our position 1330.
Ce sont là les coordonnées du point d'impact vers lequel se dirige la capsule. Les officiers observent avec satisfaction qu'elle se dirige exactement à l'endroit prévu. C'est enfin à 12h50 que la capsule amérit. Malheureusement pour l'équipage, elle bascule à la renverse et plonge sous l'eau. Les astronautes se trouvent momentanément suspendus au plafond de leur vaisseau. Nul doute que pour eux, le choc doit être saisissant. Des ballons placés sur le nez de la capsule se gonflent automatiquement, ce qui a pour effet de la remettre à l'endroit. Il faut cependant près de 8 minutes pour qu'elle se rétablisse en position normale. Les occupants se retrouvent à nouveau catapultés. Mais bientôt, ils reposent couchés sur leur siège, heureusement toujours sanglés. Bon, voilà un peu de calme. Toutefois, comme ils se trouvent en pleine mer, ils sont ballottés à qui mieux. Une capsule Apollo, si bon vaisseau spatial soit-elle, s'avère une bien triste chaloupe. Nous irons mains astronautes. Rapidement, des hélicoptères arrivent sur place. Ils y larguent des plongeurs munis d'équipements de sauvetage. Une première équipe a tôt fait d'installer un collier de flottaison autour de la base de la capsule, ce qui a pour effet de la stabiliser un tant soit peu. Apollo 11, comment vous sentez-vous? L'état de nous trois est excellent, nous nous sentons bien. Prenez votre temps. Ici Apollo 11, dites à tout le monde de prendre leur temps. Nous nous sentons très bien ici. Ce n'est pas aussi stable que sur le Hornet, mais c'est bien. Un plongeur grimpe sur le collier et ouvre brièvement l'écoutille de la capsule. Pour les astronautes, c'est la première bouffée d'air frais qu'ils hument en plus d'une semaine. On ignore quelle odeur sort d'un vaisseau où 3 hommes vivent avec des mesures d'hygiène minimales. Le plongeur referme rapidement la porte, le temps de tendre à l'équipage un gros sac. Ce sac contient 3 combinaisons hermétiques, dites des survêtements d'isolation biologique, que chaque astronaute doit enfiler le plus rapidement possible. Ces combinaisons ont pour fonction de les isoler au mieux possible du reste du monde, au cas où ils seraient porteurs de virulents germes lunaires. D'ailleurs, pendant qu'ils enfilent leurs combinaisons, les plongeurs aspergent l'extérieur de la capsule avec un insecticide, une solution d'iode, destinée à détruire tout éventuel microbe lunaire. D'autres plongeurs déploient des radeaux pneumatiques autour de Columbia. Puis lorsque les astronautes sont prêts à sortir, leur porte est ouverte et au fur et à mesure qu'ils sortent, ils sont copieusement aspergés. Pour nous, c'est la première chance de les apercevoir. Les 3 hommes se reposent un temps dans le radeau pendant qu'un plongeur ferme l'écoutille de la capsule. Il éprouve cependant quelques difficultés à la verrouiller, l'un des astronautes lui venant en aide. Une fois l'écoutille fermée, le plongeur l'asperge de décontaminants avant de s'attaquer à nouveau aux astronautes. Ils sont de toute évidence en bonne forme puisqu'on les voit saluer de la main le personnel qui les entoure. Un hélicoptère qui stationne juste au-dessus de la capsule descend un panier afin de procéder à la cueillette des 3 hommes. Ici l'hélicoptère Recovery 1, j'ai les 3 astronautes à bord. Notons qu'à Houston, personne ne célèbre encore, tous attendent plutôt que l'équipage soit ramené sain et sauf à bord du porte-avions, mais tous trépignent d'impatience d'allumer leur cigare de la victoire. Recovery 1 fait route vers le porte-avions. Il s'y pose et est immédiatement traîné jusqu'au pont inférieur, l'équipage demeurant toujours à son bord. Les voilà enfin sains et saufs sur Terre, ou presque. À Houston, c'est à ce moment qu'éclate l'euphorie. Sur le grand écran, à l'avant-scène de la salle de contrôle, on affiche les désormais célèbres paroles prononcées par le président John F. Kennedy 8 ans plus tôt. « Je crois que notre nation doit s'engager à accomplir l'objectif d'ici la fin de la décennie de faire atterrir un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf sur la Terre. Mission accomplie. » And the flags are waving and the cigars are being lit up. And clear across the big board in front is President John F. Kennedy's message to Congress of May 1961. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to Earth. That has been accomplished. L'hélicoptère est placé à quelques mètres d'une roulotte argentée. Un escalier est placé vis-à-vis de sa large porte latérale. Et enfin, au son d'une fanfare, la porte est glissée et nous voyons émerger les 3 hommes vêtus en combinaison grise et équipés d'un masque à gaz. On dirait 3 extraterrestres. Ils saluent brièvement les curieux qui se tiennent à distance. Évidemment, ils ne peuvent rien dire,
C'est sous une première salve d'applaudissements, dont ceux du président des États-Unis, qu'ils descendent les quelques marches, puis franchissent la courte distance, les conduisant vers la roulotte dans laquelle ils s'engouffrent rapidement. Un officier a tôt fait de fermer la porte derrière eux et de la verrouiller. Nous voilà donc, pauvres terriens, à nouveau protégés contre des microbes lunaires, aussi virulents qu'hypothétiques. Au bout de quelques minutes, les 3 hommes apparaissent dans la fenêtre de la porte de la maison mobile, sans masque cette fois. Ils ont l'air secoués, mais sont tous souriants. Le président Richard Nixon procède alors à une brève cérémonie d'accueil. Sur un ton léger, il les félicite à nouveau et les invite à venir le rencontrer à la Maison-Blanche lorsque leur quarantaine sera terminée. Tout ce que je veux savoir, viendriez-vous? Nous désirons vous rendre hommage. Nous ferons tout ce que vous nous direz, Monsieur le Président, tout. Une question qui, me semble-t-il, nous voudrions tous vous poser. En vous voyant tout à l'heure vous faire balloter dans le radeau, je me suis demandé si ce n'était pas là la portion la plus éprouvante de votre voyage. Était-ce le cas? L'un de vous a-t-il eu le mal de mer? Non, aucun de nous. Si c'était un mouvement éprouvant, c'était aussi l'un des plus plaisants, ça, je puis vous l'assurer. Vous semblez si resplendissant, vous sentez-vous aussi bien que vous en avez l'air? Oh, nous nous sentons parfaitement bien, Monsieur le Président. I invited him to dinner on the 13th of August, right after you come out of quarantine. It will be a state dinner held in Los Angeles. The governors of all the 50 states will be there, the ambassadors, others from around the world and in America. And they told me that you would come too. And all I want to know, will you come? We want to honor you then. I'll do anything you say, Mr. President. Anytime. One question I think that all of us would like to ask, as we saw you bouncing around in that boat out there, I wonder if that wasn't the hardest part of the journey. Was that the only, did any of you get seasick? No, we didn't, and it was one of the harder parts, but it was one of the most pleasant, we can assure you. Yeah. Eh bien, permettez-moi de terminer en disant une chose. Je réfléchissais tantôt en vous voyant descendre au fait qu'il ne s'est écoulé que 8 jours, tout juste une semaine, une longue semaine, mais sachant que c'est un succès, c'est la plus formidable semaine dans l'histoire du monde depuis la création, parce que, à cause de ce qui s'est passé au cours de cette semaine, le monde a infiniment grandi, et grâce à ce que vous avez accompli, le monde n'a jamais été aussi uni. Nous vous remercions pour tout cela. J'espère seulement que nous, du gouvernement, et nous tous en Amérique, nous ferons notre travail juste un peu mieux en raison de ce que vous avez fait. Nous pouvons tous atteindre les étoiles comme vous l'avez fait. Nous sommes heureux d'être de retour et nous sommes honorés que vous ayez eu la gentillesse de venir jusqu'ici nous accueillir. Nous avons hâte de sortir de cette quarantaine. We're just pleased to be back and very honored that you were so kind as to come out here and welcome us back, and we look forward to getting out of this quarantine and talking without having glass between us. Pendant ce temps, les équipes du Hornet récupèrent la capsule d'Apollo 11 dans laquelle se trouve la précieuse cargaison lunaire. La petite capsule de 6 tonnes qui a parcouru 1 534 832 km et tout ce qui reste des 3000 tonnes lancées de Cape Kennedy 8 jours plus tôt. Columbia est désormais exposée au National Air and Space Museum de Washington, D.C. Au cours des jours suivants, les 3 hommes, prisonniers dans leur maison mobile, sont acheminés avec moult précautions, comme s'ils étaient eux-mêmes de précieux échantillons lunaires, jusqu'au centre spatial de Houston. Là, durant 2 semaines, ils demeurent en quarantaine entre les murs du laboratoire de réception lunaire, une résidence aménagée afin d'éviter toute fuite biologique. Ne sachant trop à quoi s'attendre, les biologistes ont convenu que les astronautes subiraient 21 jours de quarantaine à partir du moment où ils ont quitté la Lune. À l'intérieur du laboratoire habitation, ils subissent une série de tests et d'examens prouvant qu'ils ne sont contagieux en rien. Leur quarantaine prend fin le 10 août. Cet arrêt forcé offre un avantage considérable du fait que les astronautes peuvent se reposer avant d'affronter le monde extérieur. Or, c'est seulement à ce moment-là qu'ils commencent à prendre conscience de l'impact de l'exploit qu'ils viennent d'accomplir. En visionnant les émissions spéciales, les bulletins de nouvelles et les pleines pages de journaux, Buzz Aldrin réalise soudainement que durant 8 jours de juillet, pratiquement toute la planète n'a vibré qu'à l'unisson de leur envolée. « Non, mais quel moment ça a dû être !» se dit-il. Puis se retournant vers Armstrong, « Neil, nous avons raté tout cela. » Conclusion. Que sont-ils devenus ? 35 ans après leur mission, soit en 2004,
Les astronautes d'Apollo 11 vivent une retraite paisible. Neil Armstrong et Mike Collins ont 73 ans et Buzz Aldrin 74. Armstrong a quitté la NASA en 1971 pour aller enseigner le génie aérospatial à l'université de Cincinnati, fonction qu'il a assumée jusqu'en 1979. Ce faisant, il retournait mener une existence paisible dans son Ohio natal. Il a par la suite rempli plusieurs postes de consultant, participant notamment à la commission d'enquête sur la destruction de la navette spatiale Challenger en 1986. Il a aussi présidé quelques conseils d'administration de firmes liées aux hautes technologies. Cependant, contrairement à bon nombre de ses collègues, Armstrong a refusé systématiquement toute fonction de prestige et s'est toujours maintenu loin des lumières publiques. C'est tout juste s'il assiste à certaines commémorations de sa mission historique, refusant même d'accorder des entrevues. De fait, le premier homme sur la Lune n'a jamais publié ses mémoires. Ajoutons aujourd'hui que Neil Armstrong est décédé le 25 août 2012 à 82 ans, des suites de problèmes cardiaques. Son compagnon d'expédition, Buzz Aldrin, a au contraire accepté sans trop de réserve une présence publique participant aujourd'hui encore à maintes rencontres et entrevues. Comme Armstrong, Aldrin a quitté la NASA en 1971, prenant la direction de la prestigieuse école des pilotes d'essai d'Edwards en Californie. Cependant, n'étant pas pilote d'essai et ne possédant pas l'expérience de direction, il n'a pu relever les hauts standards d'excellence qu'il s'était imposés. Devant cet échec, il a sombré dans la dépression et l'alcoolisme. Il décrit sans gêne cette expérience difficile dans son autobiographie « Return to Earth », espérant de la sorte servir d'exemple à ceux et celles qui connaissent de telles difficultés. Par la suite, à partir des années 1980, Aldrin retombe sur ses pieds en réalisant une fructueuse carrière de consultant dans le domaine aérospatial. Il se consacre dès lors à promouvoir l'exploration spatiale, proposant en passage des concepts originaux, dont une navette Terre-Mars-Terre. Il a été en quelque sorte une usine à idées visant à inspirer une nouvelle génération d'explorateurs. Ces dernières années, il a rédigé 2 autres ouvrages, Men from Earth et Encounter with Tiber, le dernier livre étant une œuvre de science-fiction. Buzz Aldrin est toujours vivant. Le 20 janvier prochain, il célébrera ses 95 ans. Il s'est même récemment remarié. À la suite de son départ de la NASA dès 1970, Mike Collins a d'abord occupé un poste dans la haute fonction publique du gouvernement américain, ce qui lui a permis, selon ses propres mots, d'apprendre à fonctionner dans l'environnement étrange et semi-hystérique de Washington, D.C. On lui a ensuite confié la construction du temple de l'aérospatial américain, le grandiose National Air and Space Museum de Washington, D.C., un projet qu'il a mené en respectant les budgets et les échéanciers, autant dire du jamais vu dans l'histoire récente de la capitale américaine. Il a par la suite assumé diverses fonctions de consultant en plus de rédiger plusieurs ouvrages, dont Carrying the Fire, Lift Off et Space Machine. Mike Collins est décédé en 2021 à l'âge de 90 ans. Et voilà ce qui met fin à la lecture de ce livre. C'est la fin de ce 5e épisode et donc la fin de la lecture. Je suis avec Claude Lafleur et Claude, j'aimerais savoir en 2024, qu'est-ce qu'on retient de cette mission, la mission Apollo 11? En fait, c'est une bonne question. Je pense qu'un jour, je ferai un balado sur ce thème-là précis, à savoir, qu'est-ce qu'au lendemain d'Apollo 11, on pensait comme la signification que pourrait avoir cette mission-là, quel impact ça pourrait avoir, et qu'est-ce que ça a eu comme impact plus tard, parce que entre la spéculation au moment où l'événement se passe et ce qu'on peut retenir aujourd'hui, il y aurait des comparaisons intéressantes à faire. Je vais simplement mentionner 2 points, je pense. Je pense que ce qu'on retient aujourd'hui d'Apollo 11, c'est une espèce de nostalgie. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vécu, qui auraient dit « j'aurais aimé ça, vivre l'événement ». Et ceux qui l'ont vécu, ça rappelle en disant hey, « c'était quelque chose de voir ça ». Donc, il y a tout un aspect, un grand moment de l'humanité qu'on aimerait revivre. D'ailleurs, je pense qu'on espère vivre un peu ça avec Artemis 3, le premier débarquement sur la Lune. On espère, je pense qu'il y a 2-3 générations de gens qui espèrent vivre ce que moi j'ai pu vivre avec Apollo 11. Donc, il y a l'aspect nostalgique de dire c'était quelque chose d'extraordinaire. L'autre élément, je pense, et là, c'est mon hypothèse personnelle, mais quand on pense au 20e siècle, à ce que ça a été le 20e siècle, on pense souvent d'ailleurs à un paquet de tragédies qu'il y a eu au 20e siècle, notamment à la Seconde Guerre mondiale, mais ça a été une période de développement technologique absolument extraordinaire. Hein. Si on pense que c'était le monde en 1900 et ce que c'était le monde en 1999 ou 2000, le 20e siècle a vu apparaître
les automobiles, l'aviation, l'électricité, l'eau courante, la radio, la télévision, le cinéma, l'informatique, l'Internet, etc. Ça a été donc une époque de développement technologique absolument extraordinaire. Et je pense, c'est là mon hypothèse personnelle, qu'Apollo 11 va symboliser cet aspect-là du 20e siècle. C'est-à-dire que le 20e siècle, c'est l'époque où nous sommes pour la première fois allés sur la Lune, les premiers pas de Neil Armstrong. Et je pense que tout le beau côté du 20e siècle va être symbolisé par Apollo 11, alors que le mauvais côté du 20e siècle, et Dieu sait qu'il y en a eu des mauvais côtés, va être symbolisé par la Seconde Guerre mondiale. Donc, Apollo 11, c'est probablement l'apothéose du développement technologique du 20e siècle, bien que, évidemment, quantité de développement technologique n'ont rien à voir avec Apollo 11, là. Mais je veux dire, je pense que ça va symboliser ce qu'il y avait de beau au 20e siècle. Et personnellement, je suis très content parce que c'est vraiment un phénomène fantastique. Vous savez, dans quelques siècles, là, on ne sera évidemment pas là, mais dans 200, 300, 400 ans, je pense que quand on va se rappeler du 20e siècle, on ne se souviendra pas de la Seconde Guerre mondiale. On va se souvenir d'Apollo 11. Ou en fait, on va se souvenir que c'était l'époque où on a commencé à explorer l'espace. Les premiers hommes ont fait leurs premiers pas dans l'espace. On a commencé à aller explorer les planètes du système solaire, etc. Et les événements qu'on va se souvenir, ce sera probablement Apollo 11. Je pense que c'est ça, Apollo 11, son legs ultime. Maintenant, on pourrait en parler beaucoup plus en détail et peut-être qu'un jour, j'y consacrerai un balado parce qu'il y a vraiment de la matière intéressante à explorer là-dessus. Si un jour j'ai le temps, je vais le faire avec plaisir. Après, juste, ça n'a rien à voir, mais je voudrais juste apporter mon avis un peu différent. Je pense que si on se souvient dans 2-3 siècles, effectivement, on ne peut que spéculer, mais si on se souvient du XXe siècle, peut-être qu'en Europe, on se souviendra peut-être autant de la marche sur la Lune que des guerres mondiales, parce que, étant donné que ça s'est passé sur le sol, c'est vrai que c'est fortement ancré. Je dirais pas que j'en entends parler tous les jours, mais peut-être parce que j'ai des parents, des grands-parents directement qui ont été dedans et que ça s'est passé sur notre sol. Je pense qu'en Europe, ça peut être un peu différent qu'en Amérique, peut-être. Il y a cette histoire de sol qui est peut-être un peu différente, mais c'est une digression. Oui, mais je pense que tu as raison, dans le sens qu'on va peut-être se souvenir du 20e siècle pour 2 raisons. Les grandes guerres et le premier pas sur la Lune. Oui, le bon et le mauvais côté de la... Voilà, autant s'en souvenir pour le bon que pour le mauvais, mais c'est vrai que... C'est ça. Voilà, ça peut rester longtemps. Et surtout, si on se souvient des guerres passées, ça veut dire que dans le présent, il y en a plus que je souhaite. Espérons-le. Et pour en revenir donc à Apollo 11, j'imagine qu'il y avait une ferveur autour de l'événement, avant, après. Mais je me posais la question, combien de temps ça a duré cette ferveur ? Parce qu'il me semble que même déjà à partir d'Apollo 12, et on l'a vu aussi pour Apollo 13, avant l'accident, c'est vrai que le soufflet était un peu retombé, non ? Effectivement. En fait, on va le voir dans une série de balados qu'on va diffuser dans quelques semaines. Je pense que c'est le quatrième épisode de La Conquête de l'espace qui va être diffusé, je pense, au mois de février. Effectivement, la ferveur est tombée très, très rapidement. C'est-à-dire qu'il y a eu l'apothéose, je dirais, de l'été 1969. Et l'automne fut venu. Là, les choses ont changé assez radicalement. Il y a une chose, par contre, qui est restée, puis j'en parle dans le futur balado, c'est que à partir du jour où on est allé sur la Lune, on s'est dit, si on est capable d'aller sur la Lune, on doit bien être capable de résoudre tel ou tel problème. Il y a eu une espèce de... Je ne pense plus qu'on la mentionne aujourd'hui, cette parole-là, mais pendant des décennies, on s'est dit, à partir du moment où on est capable d'aller sur la Lune, on doit être capable de résoudre les maladies sur Terre. Exactement. Mais outre ça, l'état de grâce, comme tu dis, je dirais qu'il a duré à peu près l'été. Et quand l'automne est revenu, c'est comme si les gens sont retournés travailler et cette poussière-là a rapidement descendu. Mais comme on va le raconter dans un balado qui s'appelle La Conquête de l'espace, ça a vraiment été un été 1969 extraordinaire. Et après ça, les choses sont vite retombées. On est vite revenu sur Terre, si je peux dire. Vous allez le voir dans quelques semaines. Oui, un peu comme l'été 98 où la France a remporté la Coupe du Monde et tout le monde était heureux ensemble. Et, c'est ça. Il n'y avait plus d'histoire raciale, etc. Et, ça n'a pas duré longtemps? Ça n'a pas disparu. Malheureusement. Il y a encore des problèmes raciaux, même si ça va mieux. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'extase ne dure pas longtemps, malheureusement. Probablement, vous avez vécu un peu la même chose avec les Olympiques, probablement. Là. En tout cas, vu d'ici, on a l'impression que les Olympiques ont été un moment de grâce
en France fin juillet, début août. Et ensuite, la poussière est assez rapidement retombée, j'imagine? Oui, alors c'est intéressant comme comparaison. Je n'ai pas vécu ça comme ça, c'est vrai, mais je suis peut-être un peu hors du temps, je vous l'avoue. En tout cas, vu d'ici, vous avez donné un spectacle absolument extraordinaire. Je pense ça s'est bien au passé. spectacle d'ouverture, ça a été extraordinaire et tous les Jeux olympiques, une réalisation extraordinaire par la France, mais on a l'impression qu'après ça, la politique a vite repris ses droits. Exactement. Petite question, quel âge avais-tu en 1969, Claude? Au moment d'Apollo 11, j'ai 11 ans et demi. Ce qui est un âge adorable parce que je découvre le monde et je découvre le monde à son meilleur. Oui, et justement, je me posais la question, est-ce que ça faisait partie des discussions dans la cour d'école, avant, pendant, après la mission alors, c'était en été, hein, donc j'imagine que c'est peut-être compliqué, mais sur l'émission précédente, peut-être, ou sur l'émission suivante, est-ce que les professeurs en faisaient état, ou bien est-ce que c'était un événement d'actualité et sans plus? Ben, c'est un peu ça, hein? C'est-à-dire que si on parle au moment où je vais à l'école, ben si au mois de mai, juin, on n'en parle pas vraiment parce que l'événement s'en vient et les gens ont une vision courte vue, et rendu au mois de septembre, on est déjà rendu à autre chose. Mais moi, je me souviens que de retourner à l'école au mois de septembre 1969, et là, première journée d'école, notre professeur nous demande, moi, je dois être en quatrième année, cinquième année de scolarité. Le professeur demande qu'est-ce que vous avez fait cet été, puis là, chacun au camp de vacances, piscine, baignade, soleil, etc. Et moi, j'ai dit Apollo 11. Pour moi, c'était évident, mais c'était pas évident pour les autres. Il faut dire que j'étais avec des petits camarades, des petites copines qui ont 10-12 ans, ça fait qu'on est des enfants, là, mais pour les autres, c'était, j'ai fait mon été habituel, alors que pour moi, je venais de vivre un grand été, puis pour moi, c'était Apollo 11, et moi, j'étais littéralement dans les étoiles tout cet été-là, mais j'étais toujours un peu minoritaire dans mon coin. Et si un jour on retourne sur la Lune, Claude, et plus précisément sur la base de la tranquillité, que pourrait-on y trouver? En fait, ce qui est intéressant, c'est que imaginez que sur Terre, on aurait, par exemple, établi un campement quelque part à l'été de 1969. Qu'est-ce qui en resterait aujourd'hui? Ben, rien. L'érosion, les vents, la neige, la pluie, etc. auraient tout détruit, ou à peu près. Il resterait des traces archéologiques sans plus. Alors que sur la Lune, il n'y a évidemment pas d'atmosphère, il n'y a pas d'érosion, il n'y a rien. Le site est tel, actuellement, que le l'ont laissé les astronautes d'Apollo 11. Il n'y a rien qui a changé, et si on n'y intervient pas, il n'y a rien qui va changer pour des centaines de millions d'années, sinon même des milliards d'années. Il n'y a pas d'érosion sur la Lune. Ça veut dire que si on y retournait aujourd'hui, les traces laissées par Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont telles quelles, les traces de pas le sont telles quelles, il n'y a rien qui a changé. L'équipement qui a été laissé sur la Lune est dans le même état qu'il était laissé. Donc, il n'y a rien qui a changé. On peut difficilement imaginer sur Terre, et ça va être comme ça à moins qu'une météorite tomberait dans les environs puis créerait un cratère qui ravagerait le site, mais ça, c'est extraordinairement peu probable. Mais le site est tel quel. Qu'on y aille aujourd'hui. C'est pour ça, d'ailleurs, quand les astronautes descendent de l'échelle et qu'ils mettent les premiers pas sur la Lune, ils foulent un sol lunaire qui n'a pas changé depuis des centaines de millions d'années, peut-être même depuis des milliards d'années. On ne peut pas imaginer ça sur Terre, là. Mais si on était allé sur ce site-là il y a 100 millions d'années, ou il y a 500 millions d'années, ou il y a 1 milliard d'années, ça aurait été exactement ce que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont vu. Et si on y retourne aujourd'hui, c'est exactement comme ils l'ont laissé. Donc, le site est tel. Alors que sur Terre, évidemment, les choses changent rapidement, et rapidement, les choses disparaissent et on fait de l'archéologie, c'est pas très long. Alors que sur la Lune, c'est pas le cas, il reste tel quel. Est-ce que malgré tout, à cause du vent solaire, des particules qui arrivent en permanence sur la Lune qui n'a pas la protection de la Terre, est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme d'érosion solaire, justement? Il y a une forme d'érosion solaire, mais qui se déroule en termes de centaines de millions d'années. C'est pas en termes de milliards. D'ailleurs, juste donner un petit exemple, lors de la mission Apollo 12, les astronautes sont allés visiter une sonde spatiale qui s'était posée 2 ans et demi plus tôt. Elle est exactement dans le même état qu'au moment de son alunissage. La seule différence, c'est que la sonde qui était blanche avait pris une teinte un peu brunâtre. Elle avait en quelque sorte bronzé sur la Lune parce qu'elle exposée au sol lunaire. Mais autrement, non, il n'y a rien qui change.
Même le vent solaire, c'est pas quelque chose de très puissant il n'y a pas d'érosion sur la Lune. C'est pour ça que je dis le site est tel qu'il était il y a des milliards d'années, puis il va être encore comme ça dans des centaines de millions d'années. Et est-ce que cette base d'Apollo 11, la base de la tranquillité, est-ce qu'elle est protégée comme un site historique peut être protégé? Et est-ce qu'on peut imaginer un jour des visites qui risqueraient de l'abîmer, justement? Ben, effectivement, il y a aucune protection, même symbolique, c'est-à-dire que, parce qu'on pourrait décréter que c'est un site historique, mais il n'y a personne pour le protéger, mais même ça n'a pas été décrété. C'est sûr que je pense que tout le monde s'entend là-dessus que c'est un site sacré qu'on n'irait pas explorer, mais théoriquement, là, une entreprise privée pourrait concevoir, par exemple, un module lunaire, un véhicule tout-terrain qui irait explorer le site d'Apollo 11. Il pourrait le faire, il pourrait l'envoyer. Ça, évidemment, ça ferait scandale au niveau international. Tout le monde protesterait, les Américains, mais tout le reste, je pense que tout le monde considère que ça fait partie du patrimoine de l'humanité, mais il n'y a rien qui protège le site. Il n'y a rien qui empêcherait, par exemple, quelqu'un de dire « Nous allons aller photographier le site, nous allons retourner sur le site pour le voir dans quel état. » Malheureusement, il n'y a aucune protection. Je pense pas que ça va se faire, mais vous savez, on le voit un peu dans le tourisme spatial, il y a des entrepreneurs qui se permettent de faire un peu n'importe quoi. Bon, jusqu'à date, ils n'ont rien fait de très répréhensible, mais Musk avait à l'origine un projet d'envoyer une serre sur la planète Mars pour voir si les plantes sont capables de se développer. S'il avait fait ça, il aurait compromis totalement toutes les recherches de vie sur Mars parce qu'il aurait implanté la vie terrestre. Une chance qu'il n'a pas été en mesure de le faire. S'il avait été en mesure de le faire, je ne sais pas si internationalement, on aurait pu l'arrêter, empêcher cette mission-là. Aujourd'hui, on ne pourrait pas empêcher un entrepreneur qui dirait « J'envoie une sonde sur la Lune, explorer le site d'Apollo 11 et possiblement détruire certaines traces. » Malheureusement, le site n'est pas protégé. Mais j'ose espérer que personne ne va avoir cette idée-là, mais on ne peut pas empêcher les gens de le faire. Oui, ça semble un peu dur de les empêcher. C'est ça, exactement. Mais j'imagine que personne ne va oser faire un tel jour. Mais en même temps, qu'est-ce que ça va être dans un siècle ou deux ou trois? Où on va être rendu le monde? On ne sait pas. Mais il n'y a rien qui empêche aujourd'hui quelqu'un d'aller... quelqu'un pourrait dire, je vais retourner sur le site d'Apollo 11 avec une sonde. On n'a pas encore tout à fait la technologie, mais on n'est pas très loin. Et je vais récupérer des objets que je vais ramener sur Terre et que je vais vendre aux enchères. Il n'y a personne qui en fait. On n'a pas encore tout à fait la technologie, mais d'ici 50 ans, on va l'avoir. Espérons que personne ne va oser faire une telle chose, mais ça serait désacraliser un site. Oui, puis on peut faire la comparaison avec les pyramides. J'imagine que les Égyptiens se sont dit la même chose. C'est un site sacré, ça a demandé énormément de travail. Même dans 1000 ans, personne ne va y toucher. Ben, bon. oui et non. Hein? Oui et non. C'est sûr que le temps passe. Non, mais c'est pas juste ça. C'est qu'à l'origine, là, les pyramides étaient recouvertes d'un revêtement très lisse. On le voit d'ailleurs au sommet de la principale pyramide. Il en reste un peu. Mais les gens, est-ce que c'est quelques siècles plus tard, sont allés chercher ce revêtement-là pour s'en servir, pour faire des murs? D'ailleurs, il y aurait des murs dans la région du Caire qui sont à l'origine des pièces de la pyramide. Donc, les gens se sont appropriés. Il y avait une ressource pour eux, c'était une espèce de mine de pierre, alors qu'aujourd'hui, on trouve ça, c'est effrayant. Il faut savoir que le Colisée de Rome a été protégé, je pense, depuis à peine un siècle, mais qu'au début du 20e siècle, il y a des gens qui habitaient dans le Colisée de Rome. Ouais. C'était comme une ruine où les gens pouvaient s'abriter. Donc, il y a des gens qui habitaient dans le Colisée. Aujourd'hui, c'est impensable de faire une telle chose. Autrement dit, c'est une conscience très récente qu'on a développée, mais pendant longtemps, les gens ont abîmé les pyramides en allant chercher du matériel, puis Dieu sait quelles autres ressources archéologiques ils ont détruit comme ça en disant, ben là, j'avais un jour, ben c'est pas une amie, mais c'est une connaissance qui habitait au Caire, puis j'avais dit, hey, t'habites au Caire, tu vois les pyramides, t'es pas loin des pyramides? Ben il dit, oui, je les vois de chez moi, mais il dit, pyramide, c'est un tas de roches. Pour lui, la pyramide, c'est un tas de pierres, là, tout simplement. C'était pas une merveille pour lui. il la voyait de sa cour, tu sais. Oui. C'est pour dire. Et aussi de l'impressionnante fusée Saturne V et du vaisseau Apollo qui ont mené l'équipage jusqu'à la Lune. Seule la capsule Apollo est revenue sur Terre. Est-ce qu'on peut la voir? Et si oui, où est-ce qu'elle est? C'est impressionnant quand on y pense. Hein. Si vous regardez le lancement d'Apollo 11, là, tout le matériel qui a été utilisé, une seule petite capsule au sommet, capsule qui rentrerait dans une pièce. C'est pas très grand, la capsule. C'est le seul morceau qui est revenu sur Terre. Et effectivement, on peut la voir. Elle est au Musée spatial de Washington, le fameux National Air and Space Museum.
Si vous allez à ce musée-là, et je vous conseille fortement, si vous avez la chance d'aller à Washington, c'est un musée absolument spectaculaire à visiter. La ville est spectaculaire à visiter aussi. Moi, je trouve que sur Terre, à ma connaissance, il y a Paris puis il y a Washington, là, deux villes aussi fascinantes à visiter l'une que l'autre. Donc, la capsule est au Musée spatial de Washington et elle est placée de telle sorte que l'écoutille est ouverte et on peut voir à l'intérieur. Et quand vous regardez à l'intérieur, vous dites, 3 hommes qui ont passé 8 jours dans cette capsule-là. Dans une camionnette. Oui, il ne faut pas être claustrophobe. Là, donc, on peut effectivement la voir. Et c'est quand même impressionnant parce que c'est une vraie capsule. C'est la capsule d'Apollo 11. C'est un vrai vaisseau spatial. Et j'invite toujours les gens, un peu plus loin, là, dans le musée, il y a un module lunaire qui aurait pu aller sur la Lune, qui n'a pas été utilisé. Lui, il est intact et on peut le voir et c'est vraiment impressionnant parce que c'est une machine beaucoup plus grosse souvent qu'on imagine quand on est à côté et c'est vraiment impressionnant. Donc, il y a des pièces impressionnantes au musée de Washington, dont la capsule d'Apollo 11 que vous pouvez voir. C'est tout ce qui reste de la mission. Il y a aussi un échantillon lunaire exposé auquel on peut toucher. On peut y toucher, là, il y a des milliards de personnes qui ont touché à cet échantillon lunaire, dont moi quelques fois puisque je suis allé, mais il y a beaucoup de choses à voir. Donc, vous pouvez voir la capsule d'Apollo 11 au centre-ville de Washington. On peut aussi imaginer que les premiers étages de la fusée aussi sont quelque part au fond de l'océan Atlantique, parmi tous les autres premiers étages des fusées Apollo aussi. Exactement, et c'est intéressant comme question parce qu'il y a une équipe de amateurs, entre guillemets, qui sont allés récupérer les moteurs, au moins un moteur, je ne sais pas s'il y en a plus qu'un, un des moteurs fusées du premier étage de la fusée d'Apollo 11. Je ne sais pas où il est. Ils l'ont récupéré, ils doivent l'avoir dans un musée quelque part, là, mais il y a des pièces, effectivement. D'ailleurs, une chose que ça ouvre une porte. Quand on lance des fusées, que ce soit des Ariane, que ce soit des Falcon 9, peut-être pas les Falcon 9 parce qu'on récupère l'étage, mais la plupart des autres fusées, les étages tombent à l'océan. Dans le fond de l'océan, entre autres Atlantique, il doit y avoir une quantité phénoménale de matériel spatial. Bon, c'est sûr que c'est des objets qui vont rouiller à l'époque, mais si on est capable de trouver des barques qui datent de l'époque romaine ou même de l'époque grecque, on doit être capable un jour d'aller au fond de l'océan puis récupérer plein d'objets spatiaux, des morceaux de fusées, des morceaux de navettes spatiales, etc. Il y a des morceaux d'Ariane. Il y a énormément de stock dans le fond de l'océan qu'on va peut-être un jour, avec les archéologues du futur, vont aller récupérer et rapporter dans des musées comme nous autres. On est tout fiers de découvrir dans la Méditerranée des barques grecques ou égyptiennes ou autres. Oui, et peut-être qu'ils se diront, mais disons qu'à cette époque-là, ils envoyaient du métal à ne plus savoir qu'en faire au fond de l'océan, à tour de bras. Ils étaient un peu bizarres, peut-être. Exactement. Oui. Ce qui semble aujourd'hui naturel. Écoute, moi, je dis toujours, je viens de l'époque dans les années 60 où nos déchets, on les jette tout simplement dans la nature. Là. Je veux dire, on pollue nos océans, on pollue l'air, on jette nos déchets dans les forêts, n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est impensable d'agir comme ça, mais pour moi, je suis de la génération où, en fait, c'est plus la génération de mes parents qui ne se préoccupaient pas de recycler. La notion de recyclage n'existait pratiquement pas dans les années 60. Ça a commencé dans les années 70-80, alors qu'aujourd'hui, on a des comportements totalement inimaginables il y a une 50aine d'années. Et heureusement, d'ailleurs. Oui. L'un des problèmes qu'ont découvert les astronautes d'Apollo 11 et auxquels ont été confrontés de bien des façons les équipages d'Apollo 12 jusqu'à 17, c'est la poussière lunaire, aussi salissante que de la suie qui colle partout. Et en plus, c'est une poussière abrasive qui va abîmer les combinaisons, les appareils, etc. Donc c'est un problème qui est toujours présent, qui va être compliqué à régler sur les futures missions lunaires dont on parle. Alors, quels vont être les problèmes dus à ce régolithe ? C'est un problème dont on a conscience, mais dont on parle relativement peu. C'est-à-dire qu'on imagine qu'un jour, on va aller s'installer sur la Lune, on va opérer des bases lunaires et ça va être intéressant. On va pouvoir faire quantité d'expériences scientifiques et technologiques, etc. On n'imagine pas à quel point la régolithe, le sol lunaire, va poser problème. Comme tu l'as dit, c'est une matière extrêmement salissante. Là, les astronautes d'Apollo l'ont découvert et ont été vraiment surpris à quel point. C'est pour ça qu'on peut comparer ça à de la suie. C'est aussi extrêmement corrosif. Ça veut dire que si vous vivez dans une base lunaire, et que vous sortez dehors, vous allez devoir, vous allez passer par un sas, mais vous allez devoir vous nettoyer très
attentivement lorsque vous revenez à l'intérieur. Et c'est pas facile de nettoyer, c'est pas juste du sable, on époussette le sable et c'est réglé. Non, la sortie va poser beaucoup de problèmes et lorsque vous êtes dehors, effectivement, le matériel, la rigolite étant très, très abrasive, ben ça va non seulement salir tous vos instruments, mais ça va en même temps les abîmer. Et c'est d'ailleurs, on va le voir dans des balados qu'on va diffuser dans quelques semaines, à quel point les astronautes d'Apollo, des missions suivantes, ont été confrontés. Entre autres, quand ils revenaient à bord du module lunaire, il n'y avait pas de sas pour se nettoyer. Ce qui fait qu'après une journée ou deux, le module lunaire était rempli, le sol. Une chance que sur la Lune, au moins le sol restait sur le plancher, mais imaginez que sur votre plancher, vous avez de la suie. Tout ce que vous faites, vous allez tout salir. Et quand le module lunaire décollait, s'envolait, ben là, il se retrouvait en apesanteur. Le sol qui était, la rigolite qui était au sol, flottait dans la capsule. Fait que le module lunaire était extrêmement sale. Il vivait quasiment dans un environnement de suie. Donc, ça va poser vraiment beaucoup de problèmes. Tant que vous ne sortez pas dehors, que vous êtes dans votre base lunaire, ça va. Mais du moment que vous êtes exposé à l'environnement lunaire, ça va poser de graves problèmes. Et les astronautes... les astronautes d'Apollo lui ont bien raconté à quel point tout le sol lunaire après 15-20 minutes, une demi-heure passée sur la Lune, tous les instruments étaient salis par le rigolite, par la suie. Fait que ça va poser problème comme on n'imagine pas et il va falloir développer des façons de faire, des techniques. Ce qu'on n'a pas, évidemment, quand vous êtes dans la station spatiale et que vous sortez à l'extérieur, ben, c'est le vide total. Les astronautes sont aussi propres au moment où ils rentrent dans la station spatiale qu'il était au moment de sortir. Ça ne sera pas le cas quand vous allez vivre sur la Lune. Ça va poser vraiment beaucoup de problèmes au niveau technique, mais au niveau aussi de, je dirais de l'hygiène, là, mais vivre dans un environnement de suie ne va pas être très agréable. Et j'avais vu un documentaire là-dessus et il y avait un projet de faire un sas qui soit en deux parties, donc séparé par une paroi et en fait la combinaison serait, on passerait dans la combinaison à partir d'une zone propre et on laisserait en fait un peu comme une chatière, on passe à travers la chatière, mais c'est la combinaison est du côté sale et ensuite on fait sa mission, on revient et on essaye de séparer la zone propre et la zone sale. Bon, il y a sûrement plein d'ingénieurs qui travaillent là-dessus, mais oui, ça doit être le problème numéro 1, j'imagine, sur la Lune. Exactement. Et lorsque vous travaillez sur la Lune, tu sais, d'ailleurs, dans le balado que vous... Non, c'est dans le balado numéro 4 où on raconte comment les astronautes ont exploré la Lune. Tu sais, à un moment donné, Neil Armstrong raconte qu'il s'est beaucoup enfargé dans un câble qui était sur le sol. Et je trouve qu'il y a un détail intéressant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il dit, au départ, quand on a étendu le câble, c'était le câble qui reliait la caméra télé au module lunaire. Le câble était blanc. Il dit, je le voyais, parce que le sol lunaire, lui, est foncé. Mais il dit, ça n'a pas été long que le câble est devenu la même couleur que le sol lunaire. Il s'est sali par le sol lunaire. Et là, je ne le voyais plus. Et vous êtes dans un scaphandre où vous ne voyez pas très bien vos pieds. Fait que lui, il s'enfargeait, il se coinçait dans le câble. Aldrin venait l'aider à se dépatouiller. Mais c'est pour te dire que là, le câble qui était au départ visible ne l'était plus après peut-être 15-20 minutes d'avoir séjourné sur le sol lunaire. Et là, ça posait. Et tous les instruments se sont salis de cette façon-là. Donc, ça va vraiment poser un problème particulier. Surtout que, on disait un peu plus tôt que sur la Lune, il y a une gravité de 1/6, ce qui facilite le travail, mais ça veut dire que la poussière, elle, un rien, la fait s'élever. Donc, il n'y a pas de vent, heureusement, il n'y a pas de vent qui fait lever la poussière, mais le pas des astronautes fait facilement lever de la poussière, puisqu'on est à 1/6 de gravité. Donc, tous les instruments se salissent très rapidement. Vous êtes imaginons, là, vous êtes dans un environnement de suie, ce qui ne doit pas être évident à travailler. Oui, on peut imaginer aussi l'incompatibilité avec les instruments électroniques, les systèmes de filtration d'air. Ça devait être tout à fait. Une sacrée déconvenue qui n'était pas prévue au départ. Ça n'avait pas été envisagé. Tu sais, on imagine au départ, les astronautes vont dans un désert de sable. Bon, quand vous allez dans un désert de sable, il y en a un peu sur vos souliers, il y en a un peu sur vos jambes. Un peu de poussière et ça s'enlève. Non, c'est pas du sable, c'est de la suie. Donc on parle bien sûr beaucoup d'Apollo 11, mais il y a aussi eu 5 autres expéditions sur la Lune. Il serait intéressant de les raconter, elles aussi. Tu y as pensé, j'imagine, Claude. C'est un peu un rêve que j'ai eu il y a longtemps, le rêve de raconter la mission Apollo 11 comme si on y était. Là. C'est le livre dont tu viens de faire la lecture. Ça serait intéressant, effectivement, tout aussi intéressant de raconter les 5 autres missions lunaires.
J'espère le faire. Et si je le faisais, je ne raconterais pas tout à fait, c'est-à-dire on ne parlerait pas seulement du décollage de la route vers la Lune, l'arrivée à la Lune, le retour vers la Terre, etc. Ça, c'est un peu tout standard. Ce serait vraiment de raconter ce que ça a été pour les 5 autres équipages d'être sur la Lune. Comment ils se sont sentis, qu'est-ce qu'ils ont vécu. On parlait il y a quelques secondes de la difficulté de travailler sur la Lune, de voir un peu les défis auxquels ils ont été confrontés. J'espère. Ce que je peux vous dire, c'est que la matière, elle existe. La matière est là. L'information, je l'ai. Il s'agit de trouver le temps et l'énergie pour le faire. Mais il y aurait 5 autres récits absolument palpitants à raconter. Peut-être pas en 5 épisodes et aussi détaillés que ce qu'on vient de faire, mais il y aurait quelque chose d'équivalent. Et j'espère avoir le temps un jour de le faire. Moi, mon problème dans la vie, là, j'aurais besoin des journées de 45 heures et des semaines de 10, 12, 15 jours pour pouvoir faire mon travail. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais je veux dire, il y a vraiment une matière extraordinaire. Et d'ailleurs, si jamais un auditeur était intéressé à faire l'opération, il y a vraiment la matière existe, l'information est là, il s'agit de trouver le temps pour le faire, mais peut-être qu'un jour, j'aurai trouvé le temps de vous raconter les 5 autres épisodes d'exploration de la Lune. Et si vous avez apprécié ce récit-là, ben, sachez qu'il y en a 5 autres disponibles. Il s'agit de trouver le temps et l'énergie pour le faire. Et en terminant, puisque vous avez aimé ce récit, en tout cas au vu des nombreux messages de soutien que nous avons reçus, nous vous en proposons un autre. Et à partir du prochain balado, nous vous proposons une série qui racontera la conquête de l'espace telle que vécue à l'époque où elle se déroulait. Le premier épisode va couvrir les années 1957 à 63 sur la domination soviétique. Le deuxième couvre les années 64 à 67 où les Américains se mettent en marche. Et le troisième épisode couvrira les années 68 et 69 avec le triomphe d'Apollo. Et le quatrième épisode couvrira les années 70 à 72 sur les années de la Lune. Et il y en aura d'autres, Claude. Exactement. En fait, je pense que nous allons vous raconter un récit vraiment fascinant. Vous en connaissez des brides, puisque d'ailleurs, souvent, on a couvert certains aspects de cette exploration-là. Mais là, de le couvert systématique, comme on va le faire là, je pense que ça donne un récit absolument extraordinaire. Il faut dire aussi, ce qui ajoute un peu au côté extraordinaire, c'est qu'on résume en 1 heure plusieurs années. Donc, on a l'impression qu'on est dans un film d'action où il n'y a pas eu de pause, où il n'y a pas eu d'arrêt, alors qu'en réalité, les choses se sont déroulées un petit peu plus lentement. Mais ça donne, je pense, un récit extraordinaire. Mon rêve, je ne sais pas s'il va le compléter, mais ce serait de vous raconter toute l'histoire de la conquête spatiale, comme on va le faire dans les 4 premiers épisodes qu'on vient de nommer, jusqu'à aujourd'hui. Donc, couvrir les 67 années de l'exploration spatiale. Et vous allez voir que vraiment, d'abord, il y a eu une progression. Les choses ne se passent pas aujourd'hui comme à l'époque et vice-versa. Donc, là, vous avez les premiers épisodes et j'espère tout au long de l'année 2025 régulièrement rajouter des épisodes et qui sait, peut-être d'ici 2 ans, à avoir couvert toute la conquête spatiale de 1957 à 2025, 2026, 2027, ça va dépendre. Mais j'espère que vous allez apprécier le récit. En tout cas, personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à le rédiger et j'espère que vous allez avoir autant de plaisir à l'écouter que ce que vous avez eu pour Apollo 11. Je pense que c'est le cas. Ça reste à confirmer, mais je vous souhaite donc une bonne écoute. Puis sachez que autant Florent, Laurent, Délène et moi avons énormément de plaisir à faire le balado et on apprécie énormément vos commentaires. Beaucoup de commentaires. J'aime ça quand les gens se présentent, me disent un peu qui ils sont, dans quel contexte ils écoutent le balado. C'est drôle, hein, des fois. Hein. Il y a des gens qui nous racontent qu'ils écoutent le balado le soir pour s'endormir. C'est pas parce que vous n'êtes pas intéressant, mais ça m'aide à m'endormir. D'autres qui l'écoutent en disant « Je me lève le matin, c'est mon bonbon de la journée. Quand je m'en vais travailler, j'écoute le balado. » C'est très plaisant de savoir dans quel contexte vous nous écoutez. Et je pense que vous voyez au travers de notre travail le plaisir qu'on a à le faire et on sent le plaisir que vous avez. Et c'est ce qu'on va vous offrir dans les prochaines semaines. Une autre belle histoire, celle de la conquête de l'espace. Voilà, c'était le mot de la fin. Je peux pas dire mieux. Merci à toi, Claude. C'est ça, ben merci. Et à bientôt. Salut.
Et voilà ce qui conclut donc cette lecture du livre de Claude Lafleur, livre que vous pouvez vous procurer encore sur Amazon en format numérique. Vous y trouverez plus de 150 illustrations qui accompagnent ce récit. Si vous souhaitez nous apporter votre soutien financier, nous sommes présents sur la plateforme patreon.com, rubrique Voyage dans l'espace, et vous pouvez nous laisser la somme que vous voulez, le temps que vous voulez, ça nous fera toujours plaisir. Et à partir de 5$, vous aurez accès aux fascicules écrits par Claude et qui accompagnent la plupart des épisodes de ces balados. Donc merci à vous pour votre soutien. Ce balado a été réalisé par Florent Meunier avec un contenu de Claude Lafleur et diffusé par Laurent Runico et Dylan Baillargeon. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.